Bonjour à tous, c'est la rentrée, c'est magnifique. Très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, c'est reparti pour une saison pour notre plus grand bonheur, pour le vôtre aussi on l'espère. Une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants, l'école bien évidemment, et aussi plein de sujets connexes, plein d'initiatives, qu'elles soient locales, nationales, voire même internationales, avec notre ami Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. International, car les vacances l'ont été, il me semble, oui, cher ami. tout à fait. On a bravé quelques favelas, j'ai cru comprendre. Il faudra faire une émission spéciale juste là-dessus. Très heureux de te revoir, ma chère Alix. C'est reparti pour une nouvelle saison. C'est parti donc pour le sommaire de cette toute première émission de la saison. Première émission, et quelle émission? Avec une grande dame, une légende du basket français, Pauline Ekambi, qui a fait donc les belles heures de l'équipe de France, le succès, les paillettes, la lumière. Dans son livre La promesse en héritage, elle raconte surtout l'inceste dont elle a été victime plus jeune et comment le basket a littéralement sauvé sa vie. On en parle avec elle dans un instant. L'inceste, vous l'aurez compris, c'est donc le combat d'une vie, celui de Pauline. Est-ce que le tabou est levé aujourd'hui, en 2024 en France? Vers qui peut-on se tourner dans pareille situation? Et puis, quelle prévention en fait-on assez? C'est l'éternelle question, mais aussi, on en parlera avec nos deux invités. Il y aura la loupe. On ne perd pas les bonnes habitudes. La loupe dans cette édition. Tout à fait. Et je vous parle de Je te crois, une association béarnaise qui soutient des victimes de violences sexuelles intrafamiliales. Dans une quinzaine de minutes, c'est parti. Bonjour, salut Pauline Ekambi. Oui, bonjour La Patrick. classe, premier invité, Pauline Ekambi, rien que ça, pour débuter cette saison 2024-2025. Co-auteur donc de Ma promesse en héritage, je l'ai là, il est là. Parce que c'est bien Internet et tout ça, mais c'est bien d'avoir aussi en physique. Il est là. Ancienne bien sûr capitaine de l'équipe de France de basketball, présidente cofondatrice de Sportel Community. Sportel Community. Sportel Community, c'est quoi Sportel Community pour ceux qui ne savent pas? Alors, Pauline. Sportel Community, c'est une entreprise de l'ESS, agréée ESUS, qui vise à connecter les talents sportifs de haut niveau, sportifs professionnels et semi-professionnels, avec les entreprises, pour les accompagner vers Ce qui devrait se faire plutôt naturellement. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils ont toujours l'image du sportif. Non, pas forcément. Je pense que ça tend à changer, mais surtout donc c'est pour les accompagner vers une reconversion efficiente et surtout ils sont considérés comme des profils atypiques au potentiel qui véhiculent des valeurs d'excellence et de performance qui sont recontextualisables dans le monde de l'entreprise. Donc ils sont assez recherchés. C'est facilement assez recherché. Nommé au grade de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur du ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui. J'ai vu ça, je ne savais pas. Moi aussi, j'ai Félicitations. découvert, merci, avec surprise. Liliane, merci tu savais? Oui, bien sûr. Pauline m'a tout de suite envoyé un petit mot quand elle a été honorée et j'étais super heureuse pour elle parce qu'elle le mérite tellement. Liliane Trévisan, que je vous présente, si vous ne la connaissez pas, si vous ne l'avez pas lue, journaliste de sport, bien évidemment, enchantée, ancienne grand reporter. Ça fait quelques années à l'équipe. Oui, 25 ans. 25 ans à l'équipe. Co-auteur donc de Ma promesse en héritage. C'est fini donc la vie de grand reporter? Oui et non. En fait, j'ai quitté l'équipe il y a 2 ans, en avril 2022. Mais je continue à travailler, notamment pour un excellent site de basket français qui s'appelle Basket Europe. Donc je fais encore des reportages, je suis encore des matchs. Donc toujours passionné. Oui, voilà. Je veux savoir, toujours passionné, le basket. Toujours passionné. Je fais un peu d'événementiel, mais dans l'équitation cette fois. Je suis un peu de communication aussi dans ce milieu. Et voilà. Et donc. Voilà, je me suis lancée grâce à Pauline et un peu à cause de Pauline. C'était une situation que je n'avais pas du tout envisagée, d'écrire un livre sur sa vie. Et c'est elle qui m'a convaincue, on va dire. Ah, donc ça s'est passé dans ce sens-là? Oui. D'accord, parce que c'est l'une de mes questions. Et on va revenir bien évidemment largement sur cet ouvrage, Ma promesse en héritage, qui, je ne l'ai pas précisé, est aux éditions Amphora. Mais rapidement, donc c'est Pauline qui t'a convaincu, toi, Liliane? Oui, parce qu'en fait, pour essayer d'être très concise, je connaissais Pauline depuis qu'elle avait 17 ans. Je l'avais suivie en tant que journaliste quand je bossais pour un très grand magazine qui s'appelait Maxi Basket. Oui, bien sûr. Voilà, et donc je savais qui elle était, j'ai suivi sa carrière. Et un jour, j'ai eu, par la bande, par le milieu, des rumeurs comme quoi elle aurait été victime de violences sexuelles, d'inceste et tout ça. Et je l'ai contactée. Et elle a réfléchi, elle a hésité, etc. Puis finalement, elle a accepté de témoigner dans l'équipe. Donc on a fait une double page parue en février 2021 et j'ai vraiment été estomaquée de ce qu'elle m'avait livré à cette occasion, en ne sachant pas que la suite était pire. Et voilà, et donc ça a créé un lien entre nous. Moi, j'étais vraiment, j'ai eu beaucoup d'affect pour ce qu'elle avait fait et comment elle s'était sortie de tout ça. Et voilà, et puis on est resté en contact. Et puis elle m'a recontacté un jour, un été. Elle va vous raconter comment, parce que c'est vraiment typique de sa personnalité qui ne renonce jamais. Tu reconnais la journaliste, la grande reporter. Elle t'a teasé ça
ça. Ouais. Elle va vous raconter comment Voilà. dans un instant. Et j'aimerais savoir justement en introduction, parce que c'est vrai qu'on est en plein jeu paralympique, il y a eu bien sûr ce tournoi olympique magnifique, l'équipe de France, les équipes de France qui ont brillé, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Vous l'avez vécu comment? Vous étiez aux premières loges? Vous êtes allé un petit peu sur site ou pas du tout? Alors, Pauline? pardon. Enfin, j'étais en première loge. En fait, j'ai eu notre président de fédération nous a offert une place pour aller voir les équipes françaises de basket de notre choix, garçons-filles, et c'était à Lille. Enfin, Villeneuve d'Ascq plutôt, parce que c'est Décathlon Arena Pierre Mauroy, il faut le dire. Qui est magnifique. Voilà, qui est magnifique. Donc voilà, je l'ai vécu là. Et ensuite, je suis allée à Bercy aussi voir les demi-finales, mais toujours les filles. Même si je suivais les garçons, bien sûr, attentivement. Donc, mais quand on est sportif de haut niveau, c'est un peu comme quand on est grand reporter, on l'est toute sa vie. Qu'est-ce que ça fait quand on les voit comme ça en finale? On est fiers. En fait, quand on a été sportif de haut niveau et qu'on a laissé un héritage, nous aussi, aux futures générations, et de voir comment elles ont, ce qu'elles en font, et à leur tour de laisser un nouvel héritage pour les futures générations. Mais on est fiers d'elles et d'eux. Ce qu'ils ont fait, c'est magnifique, et on vibre pour eux. Ouais, j'ai encore plus vibré la finale féminine, moi, que la finale masculine. J'étais plus accroché, c'était incroyable. C'était vraiment. Les garçons, je trouvais que c'était presque le même scénario. Enfin, j'ai eu peur parce qu'à un moment donné, quand j'ai pensé à Sydney, au jeu de Sydney 2000, où les filles étaient favorites et les garçons un peu moins. Et c'est vrai que les garçons nous ont fait peur. Et puis, à un moment donné, ils se retrouvent en finale, et les filles, je dis pourvu qu'elles y aillent et que ça fasse pas le scénario des filles, des Françaises. Que ça s'inverse. Oui, à Sydney, qui finalement ont échoué au pied du podium. Donc finalement, c'est les deux là. Ça a été magnifique. De belles médailles d'argent. Tu l'as vécu magnifique. comment, toi? Alors moi, je l'ai vécu en petit comité, à la campagne, avec des amis. J'étais évidemment... C'est pour ça qu'on t'a pas entendu crier, tu étais un peu au combat. J'étais très souvent en contact avec des gens qui étaient dans l'équipe de France, avec des collègues qui étaient sur place, etc. Donc j'ai eu beaucoup d'échanges, j'ai passé des heures à échanger là-dessus. Il y a un nouveau livre en préparation, alors il s'est passé tellement de choses. Non, simplement ce qui était étonnant, c'est que les gens me disaient, ah bon, tu t'es pas fait accréditer, tu vas pas au jeu et tout. Je dis non, enfin moi, j'ai eu la chance de vivre 2 éditions des Jeux Olympiques en tant que grand reporter pour l'équipe. C'était Sydney en 2000 et c'était Londres en 2012. Et à chaque fois, j'ai vu une équipe de France de basket en finale. En 2000, c'était les garçons, donc, et en 2012, c'était les filles. Donc je suis pas sevrée de ce genre d'émotions. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu, j'ai vibré, etc. Et donc j'étais très bien à regarder ça avec un peu de recul, justement, mais en ayant effectivement plein d'antennes un petit peu partout, là, avec des collègues, des amis, des gens qui étaient près de l'équipe de France ou même au sein de l'équipe de France. Dernière question sur ces Jeux Olympiques, sur ces Olympiades, il y a eu tellement de débats, tellement de polémiques. Comme d'habitude, vous allez me dire, c'est peut-être comme ça dans tous les pays, quoique. Quel héritage vont laisser ces... Alors bien sûr, c'est pas terminé, il y a les Paralympiques, en ce moment c'est magnifique, mais quel héritage vont laisser d'après vous? Parce que c'était magnifique. Alors bien sûr, il y a l'aspect sportif, toutes ces médailles, on s'y attendait pas forcément, et puis cette ambiance de folie. Il y a même des gens qui étaient partis en vacances, qui sont revenus pour se dire, mais attends, en fait, je suis en train de rater un truc exceptionnel. Vous pensez qu'il va y avoir un héritage qui soit matériel ou immatériel après ces Jeux à Paris? Pauline, tu penses? Oui, l'héritage humain, déjà. Enfin, moi, j'y crois, hein, je suis une éternelle optimiste. Donc, déjà, pour moi, les Jeux, c'est une opportunité de changement dans la société, de mieux vivre ensemble. On a vu comment les Français fusionnaient avec les athlètes et ils étaient heureux d'être ensemble, dans la différence. Enfin, voilà, on n'entendait plus, d'ailleurs, ça fait du bien, des discours des politiques qui divisent. J'étais même pas prête à les entendre après, d'ailleurs. J'étais en vacances. Donc moi je pense à ça, changement, plus c'est un marché aussi, le sport qui est émergent, donc création d'emplois, enfin voilà, et puis aussi toi qui as connu aussi les États-Unis, il y a encore tout à faire. Ah oui, il y a encore beaucoup à faire, et sur la gouvernance chez les femmes aussi, chez les femmes aussi, pour l'égalité hommes-femmes, et dans le sport et en dehors du sport. Il y a beaucoup à faire pour que les femmes, leur donner les moyens de se réaliser. Aussi qu'il y ait une politique d'inclusion pour mettre un peu plus les femmes en avant, leur permettre de gagner leur vie, que ce soit dans le sport
sport ou dans d'autres domaines, pour contribuer au développement économique aussi de notre nation, mais également au sein de leur famille. Il y a pas mal de... moi, en tout cas, j'y crois et c'est à nous, ceux qui n'y croient pas, il y en a toujours qui sont sceptiques, mais c'est à nous d'être acteurs du changement aussi, chacun d'entre nous. Il y aura un avant et un après? La France va devenir une véritable nation de sport? Je dis véritable. Je pense qu'on part de très loin. On n'est pas par essence et par éducation un pays sportif, contrairement aux États-Unis, où le sport fait partie intégrante de l'éducation dès l'école, dès le plus jeune âge. Donc on n'a pas cette mentalité-là, on n'a pas cette philosophie ni cette vision. Les jeux, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Partout où les jeux passent, il y a ce qu'on appelle... C'est facile, une parenthèse enchantée. Et là, à Paris, c'était vraiment extrêmement palpable, c'était très vibrant. Les jeux donnent l'impression que le meilleur d'entre nous est possible, que tout est possible, que le meilleur peut sortir, que le meilleur peut arriver. Malheureusement, l'expérience montre que c'est très souvent quelque chose qui est propre à un moment donné, à un espace-temps, voilà, magnifique, magique, créé par les jeux. Après, matériellement, il reste des structures, donc il faut pérenniser, des stades, des piscines, le village olympique, dont on nous dit que ça va permettre de donner un accès au logement à des gens qui vont pouvoir effectivement accéder à des logements, etc. Donc tant mieux. Donc socialement, ça peut laisser effectivement une espèce de peut-être un levier pour améliorer les conditions de vie. Mais je pense que... moi, je ne suis pas comme Pauline, je ne suis pas une éternelle optimiste. Et j'ai vu monter la fièvre des jeux, l'union sacrée, les gens, les uns avec les autres, les émotions, les pleurs, les joies. Et malheureusement, c'est la théorie de la parenthèse enchantée. Voilà, malheureusement, je trouve que ça a beaucoup de mal à perdurer après, parce que les réalités de la vie quotidienne prennent le dessus. Les gens reviennent brutalement un petit peu à l'atterrissage de ce qu'est leur vie de tous les jours. Il n'y a plus les jeux. Alors voilà, moi je souhaite qu'effectivement cette communion-là, cette osmose qu'on a sentie, qui était humainement absolument remarquable, puisse perdurer. Mais voilà, je suis pas comme Pauline. Pour moi, on le doit aux futures générations, tout simplement. C'est pas forcément pour... nous, mais c'est moins pour notre jeunesse, pour les futures générations qu'on doit continuer, chacun d'entre nous, d'être acteur du changement et de rester optimiste. C'est pour ça que je suis très attaché à la transmission pour nos futures générations. Je boucle la boucle et après je laisse la parole bien évidemment à Alix. Tu nous as dit effectivement, Liliane, que c'était donc Pauline, 2 ans après ce jour d'avril 2021, qui t'a convaincu de faire ce livre. Je le remontre, Ma promesse en héritage. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu, puisqu'il est sorti maintenant il y a un peu près 6 mois aux éditions Amphora, de raconter ton histoire qui est ô combien délicate. Pourquoi tu l'as recontacté après ça? Parce que c'est vrai que tu aurais pu dire, bon, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux, il y a ce papier très puissant, il a eu témoignage très très puissant dans l'équipe. Pourquoi 2 ans après, tu l'as recontacté? Alors déjà, au cours de quand on a fait cette interview dans l'équipe, je lui avais dit que j'avais déjà mon manuscrit, j'ai toujours écrit, donc, et que je voulais sortir un livre, faire de mon histoire un combat pour aussi faire partie de la solution, pour vraiment sensibiliser la société sur ce fléau qui fracasse des vies entières, et puis aussi apporter l'espoir aux victimes qu'on peut s'en sortir. Donc je l'ai contacté en fait parce que j'avais trouvé une maison d'édition, donc Amphora. Et ce jour-là, lors du rendez-vous, on m'a proposé de trouver, on m'a proposé soit un co-auteur, soit une plume, etc. Et ça se fait comme ça en général, c'est vrai. Oui, c'était ça. Et je le sentais pas du tout parce que raconter mon histoire à quelqu'un que je ne connaissais pas était pour moi délicat, et ils m'ont demandé si j'avais quelqu'un en tête, et j'ai tout de suite pensé à une seule personne. J'ai quelqu'un, et puis j'ai expliqué les raisons. On se connaît, sa sensibilité sur ces sujets, parce que Liliane ne l'a pas dit, mais elle est très engagée aussi sur ces sujets de violence sexuelle dans le sport. D'accord. Et ensuite, parce qu'il y a eu cet article qui m'a mise en confiance aussi sur son état d'esprit. C'était pas du tout pathos, et moi je ne cherchais absolument pas à faire du pathos. Du coup, ils m'ont demandé si je pouvais la contacter. J'avais que 5 minutes, moi, de mon côté, pour qu'ils puissent ensuite organiser un rendez-vous avec le big boss de Amphora, et qu'on avance, parce que je souhaitais que le livre sorte avant les JO, en janvier. D'accord. Du coup, j'ai appelé Liliane,
Je suis sortie, je l'ai appelée, et puis Liliane, tu peux peut-être raconter comment je t'ai bousculée, tu racontes bien. C'est quelque chose, quand on l'a raconté dans les interventions qu'on a fait, qui sidère un peu les gens, mais voilà, j'étais au mois de juillet, c'était en été, et j'étais sur mon canapé avec mes chats, en train de regarder Yellow Jacket, puisque j'avais raté quelques épisodes, donc je regardais un petit peu ce que j'avais raté. Il n'y avait pas les JO à l'époque. Voilà, et mon téléphone a sonné, je vois que c'est Pauline, et donc je réponds toujours à Pauline. Et là, elle me dit, oui, alors écoute, je t'explique, je suis dans une maison d'édition chez Amphora, ils sont intéressés par mon manuscrit, ils veulent quelqu'un pour le mettre en écriture et tout ça, machin. Ils m'ont demandé si je connaissais quelqu'un, je leur ai donné ton nom. Et elle me dit ça comme ça, mais tout d'un bloc. Et je lui dis, mais Pauline, on n'a jamais parlé de ça, il n'en a jamais été question. Il n'y avait que 5 minutes. On n'a jamais évoqué le sujet et tout ça. Et elle me dit, non, mais ne réfléchis pas là, je leur ai dit que je t'appelais, que dans 5 minutes, je leur donnais une réponse. Et je dis, quoi? Une bague? Oui. Et elle me dit, c'est une caméra cachée. Oui, voilà. Et elle me dit, mais non, ne réfléchis pas, dis-moi oui. Et j'ai dit, écoute, j'ai dit oui. J'ai dit, écoute, je te dis oui, mais il faut vraiment qu'on en parle. Hein. Ouais. Et puis, les jours qui suivaient, je me suis retrouvée chez Amphora avec Pauline, les responsables d'édition et tout ça. Et c'est parti comme ça, quoi. Mais elle m'a pas laissé le choix, en fait. Et en même temps, la connaissant et étant un petit peu immergée dans sa réalité, la réalité de son enfance, ça m'avait vraiment touchée, imprégnée. Et je me suis dit, je savais qu'elle avait une histoire, indépendamment de la championne qu'elle est, parce qu'attention, c'est quelqu'un, Pauline, c'est une vraie championne. Et je savais qu'elle avait une histoire, je savais qu'elle me faisait confiance, donc voilà. Mais en 5 minutes, elle m'a dit, ne réfléchis pas, dis-moi oui. Et j'ai dit oui. Voilà. Après, je connais aussi Liliane, c'est quelqu'un qui réfléchit un peu trop avant de donner sa réponse. Du coup, j'ai tout de suite dit, tu savais comment closer ça. Réfléchisse, tu la pousses. Et puis après, c'est une belle opportunité aussi pour nous de s'impliquer dans ce combat. Et que vous aviez entamé ensemble au final? Déjà, on avait commencé, effectivement, et j'ai dit là, voilà, moi je suis prête, on est prête, il faut qu'on puisse aussi donner de la voix, nous aussi. On ne l'a pas encore dit, et je suis désolé, Alix, après, bien sûr, je te laisse la parole. Quelle est la réalité justement de cette enfance? Est-ce que tu peux nous rappeler, à ceux qui ne savent pas, ce que tu as vécu toi à partir de 14 ans et demi? Alors déjà, avant mes 14 ans et demi, j'avais une vie à peu près normale, on va dire, avec des parents quand même assez durs, une éducation quand même assez dure à l'ancienne, comme on va dire. Et puis... un papa sportif, ancien footballeur professionnel, qui arrivait du Cameroun et qui a joué à Rouen à l'époque, c'était en 57 par là, quand Rouen était en Ligue 1. Et ensuite, il a rencontré ma mère, une Française, née en France. Et puis voilà, sont nés 4 garçons et une fille. Voilà. J'ai été en fait éduquée de la même façon que mes frères. Garçons, voilà, comme les garçons, pas genrés, etc. Et puis j'étais peut-être la plus proche de mon père. Et son amour a évolué de manière déviante quand j'ai eu 14 ans, quand j'ai intégré l'INSEP. Où là j'étais super heureuse d'intégrer l'INSEP et un peu plus loin dans... Pardon, c'était une première, non? C'est la première promotion. La première promo, sport-études. Première promotion sport-études. C'était en 1976. J'avais 14 ans et demi. Et donc, en fait, je suis super heureuse. Et puis, un peu plus tard, dans la même année, j'ai vécu l'enfer. Enfin, ma vie a vraiment changé. Et elle a basculé, est devenue cauchemardesque. L'enfer, dévastatrice, enfin voilà, ça a explosé complètement à l'intérieur de moi. Et là, donc j'ai dû me relever à chaque fois et combattre un père que je ne reconnaissais plus, avec une mère indifférente dès que je l'ai aussitôt informée, en fait. Tout comme beaucoup d'adultes autour de moi dans ma famille qui étaient restés indifférents. Et ça a nourri en moi une grosse colère envers les adultes qui étaient pour moi censés défendre et protéger les enfants. Et là, j'ai plutôt vu des adultes qui m'étouffaient dans mon silence, comme d'ailleurs ça se fait souvent dans les familles. Et deuxième chose que je ne comprenais pas, c'est que moi, je demandais à ce qu'on me sorte de là. Et on préservait l'agresseur sous prétexte de préserver la famille.
Et pour moi, c'était absolument pas logique, puisqu'à 14 ans, on a quand même assez câblé, on réfléchit quand même. C'était pas normal qu'on préserve un agresseur, soi-disant pour préserver la famille, puisque la famille volait en éclats à cause de l'agresseur, avec tous les dommages collatéraux que ça pouvait avoir envers le reste de la famille, les frères, les sœurs, et puis d'étouffer finalement ce crime, parce qu'il s'agit d'un crime. Je ne comprenais pas. Pour moi, c'était l'inverse. Préserver la famille, c'est faire soigner l'agresseur, protéger l'enfant et l'amener aussi à être accompagné. Et puis après, peut-être faire une démarche de réparation. Et ça, j'y crois dans certains cas. Donc voilà, ça a été pour moi, cette colère était telle, que j'ai eu la chance finalement d'avoir le sport qui a canalisé cette colère, cette rage en rage de vaincre. Et puis j'ai eu la chance d'être dans un environnement sain qui est entouré de coéquipières qui étaient devenues après ma famille de cœur, plus des entraîneurs qui à l'époque, il faut le savoir, c'était en 76 et on est en 2024. Donc vous imaginez l'époque, c'était encore plus tabou. Mais j'ai eu cette chance d'avoir un entraîneur et un DTN de l'époque qui m'ont écouté le jour où j'ai craqué entre mes 16 et 17 ans. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a quand même un réflexe de survie en parlant assez rapidement, ce qui est pas si courant que ça. Et à quel moment vous avez réalisé que le sport pouvait être un échappatoire ? Immédiatement, parce que après que mes entraîneurs m'aient écouté, j'ai compris rapidement qu'il fallait que je sois une des meilleures pour pouvoir m'enfuir à 18 ans, d'avoir un appartement, un salaire, puisque c'était l'époque. Mon époque, en tout cas, nous on incarnait la génération du début du professionnalisme du basket féminin. Et j'ai vite compris, et donc je me suis donné à fond dans le sport. Je m'y sentais bien, c'était un refuge, même si par moments je devais rentrer chez mes parents. Là, c'était sacrément douloureux. À chaque fois que je revenais, j'arrivais à me réfugier dans le sport, à dépasser ce trauma, avec la ferme intention quand même qu'un jour que j'affronte mes parents, parce que je trouvais qu'à l'époque le combat était déloyal, parce qu'un adulte qui qui viole, parce que moi j'aime pas les termes qu'on tourne autour du pot, viol, inceste, près de 4 ans. Voilà. Donc pour moi c'était cette fameuse promesse que je m'étais faite de les affronter à un âge adulte. Ça a été le cas ? Ça a été le cas, oui. Avec pertes et fracas, mais oui, ça a été le cas, oui. Qu'est-ce qui a été le plus... Quand vous êtes réunis toutes les deux et que vous avez dit que vous allez faire ce livre, ce récit à Liliane, qu'est-ce qui a été le plus dur peut-être à raconter ? Est-ce que c'était peut-être justement les débuts, entre ombre et lumière, entre un jeune talent français qui explose au plus haut niveau, peut-être l'une des meilleures basketteuses qu'on ait jamais vues à l'époque, et puis ces sentiments d'insécurité quand elle rentre à la maison? En fait, je pense que le plus dur pour moi déjà, alors que j'avais déjà eu un aperçu lorsqu'on avait fait cette interview 2 ans avant dans l'équipe, ça a été tout ce qu'elle m'a livré sur la violence de ce qu'elle avait subi. J'étais à milieu de m'imaginer que c'était aller aussi loin dans l'atrocité, dans la douleur, dans l'humiliation, dans et la manipulation, dans la domination. Et ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit, en fait, je lui ai dit d'ailleurs plusieurs fois, une fois qu'elle m'a livré, on est descendu très, très, très profondément dans tous ses souvenirs. Je lui ai dit, mais Pauline, pour moi, t'es juste une survivante. T'aurais dû mourir 10 fois. Et t'es une survivante. Là, t'es debout devant moi, t'es chef d'entreprise aujourd'hui, t'es une vraie survivante, vu ce que tu as traversé. Et le plus dur pour moi, ça a été que le désir de Pauline et le désir de l'éditeur était que je raconte ce livre au jeu. Voilà, en utilisant le jeu. Moi, j'avais proposé de le raconter comme une observatrice extérieure, ce qui était quand même un peu moins lourd. Et en fait, leur volonté commune, c'était que je rentre dans la peau de Pauline et que je raconte je. Voilà. Et donc, quand vous devez raconter, notamment, ça a été un truc, mais hyper dur pour moi, le premier viol dont elle est victime de la part de son père, et que c'est je, vous écrivez je, voilà, et vous dites, oh là là, mais comment trouver les mots ? Parce qu'en fait, mon postulat tout au long de ce livre, c'est
rendre grâce à Pauline qui est restée tout le temps quelqu'un de très digne, vraiment très pudique, elle est très pudique. Hein. Et donc je ne voulais pas du tout l'exposer de manière ni crue, ni vulgaire, ni racoleuse, mais je voulais vraiment que les gens saisissent la violence inouïe, la brutalité, l'humiliation qu'il y avait dans tout ce qu'elle a vécu. Et donc c'est très difficile de trouver les mots, les phrases, en plus au jeu, quoi, comme si c'était à moi que c'était arrivé. Et ce chapitre-là, sur le premier viol, je lui ai dit, après, quand j'ai mis plus de temps que les autres à l'écrire, et quand j'ai eu terminé, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, écoute, je suis soulagée de l'avoir fini, celui-là, et c'était en fin de journée, et j'avais la nausée. Enfin, je veux dire, j'ai pas mangé ce soir-là, j'avais pas envie de manger, rien, j'étais nauséeuse, en fait, voilà, d'avoir... et tout le long du livre, voilà, mais Dieu merci, comme c'est une survivante, comme c'est une battante, parce qu'elle réfute souvent le terme de victime, elle se présente plus comme une combattante, ce qu'elle est. Il y a aussi des passages très drôles, très amusants, très, très prenants d'un point de vue sportif, où elle raconte un petit peu voilà, ce qu'elle a été capable de faire sur les terrains. Et voilà, donc le plus dur, ça a été ça. Le plus dur, ça a été... Accessoirement. Le plus dur, ça a été de descendre avec elle, vraiment au tréfond des abysses, là où c'était très, très noir, et puis de remonter après pour essayer de faire quelque chose qui lui rende hommage, quoi, en fait, qui soit dans la nature de sa personne, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'expose pas, qui n'est pas pudique, qui fait pas ça pour faire scandale, qui veut pas être dans le racolage. Et voilà. Et donc moi, c'était ça ma priorité pour elle. Et Pauline, quel a été le moment le plus difficile à surmonter dans votre parcours de reconstruction ? Dans mon parcours de reconstruction, c'était après ma carrière. En fait, j'avais pas compris qu'il y avait l'amnésie traumatique, l'état de sidération. Je ne mettais pas des mots sur des mal-être que je commençais à avoir. Notamment, je me sentais dépressive, je commençais à avoir des troubles alimentaires, donc anorexique. Je suis descendue à 62 kilos pour 1m85, vous imaginez, alors que mon poids de forme, c'était 73 kilos, bien musclé. Ça a été des douleurs dans le corps, je commençais à perdre un peu... Enfin, j'étais vraiment dépressive et du coup, je ne savais pas ce qui m'arrivait. On parlait souvent de deuil, la petite mort dans le sport, mais moi, c'était pas du tout ça parce que j'avais préparé ma sortie. Donc, la petite mort, c'est pour moi, en tout cas, c'est quand on prépare pas sa sortie. Moi, j'avais préparé, donc j'ai dit non, c'est pas ça, c'est pas du tout la petite mort du sport parce que j'en avais ras-le-bol du sport et que j'avais hâte d'ouvrir un nouveau chapitre. Et ça a laissé place au vide. Voilà, mais du coup, j'ai commencé à chercher, à aller voir des psychologues. Il n'y en avait pas beaucoup, des spécialistes de l'inceste. Ça commence, mais à l'époque, j'ai quand même cherché à comprendre. Et après, je suis allée sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à chercher. Et ensuite, de plus en plus, j'ai vu des émissions sur le sujet et des témoignages et des spécialistes qui parlaient d'état de sidération, d'amnésie traumatique. Ça pouvait être déclenché par une odeur, un mot, voilà, n'importe quoi. Un bruit, Un bruit. Et j'avais des sueurs. La nuit, j'étais angoissée, etc. Donc c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'affronte mon passé. Parce que c'est vrai que pendant toute une carrière, mon esprit était focalisé sur la carrière sportive. Donc, toute cette période, vous étiez sportive de haut niveau, vous n'aviez pas de soutien. En fait, j'avais 3 étapes. Il y avait, avant d'être majeure, là, je vivais à la fois l'enfer d'un côté et la lumière de l'autre, l'espoir, la lumière. Et ensuite, à ma majorité, jusqu'à la fin de ma carrière en 97, mon esprit focalisait le sport. Et ensuite, la 3e étape, c'est la chute. La chute psychologique, la chute avec des pensées suicidaires, enfin je comprenais pas et du coup j'ai cherché, j'ai travaillé. Et vous avez trouvé rapidement les réponses adapté. Alors les soutiens adaptés pas vraiment parce que avoir affaire à j'avais des spécialistes, j'en avais rencontré 2. Moi la seule chose que j'avais besoin c'est qu'on réponde à mes questions parce que je savais m'autogérer parce que ça me vient du sport. Mais moi, j'étais en capacité de me battre, de me relever. Et finalement, je l'ai fait en cherchant les réponses sur les réseaux sociaux, sur des sites, des plateformes, des forums.
parce que j'avais besoin de ça et pour comprendre. Parce que la seule chose qui importe, enfin, la plus grosse des souffrances, c'est de ne pas comprendre. Et moi, j'ai besoin de comprendre. Donc, dès que j'avais compris, je pouvais mettre en œuvre des stratégies pour me relever, d'éviter de... J'ai compris très vite que j'avais un handicap, une infirmité invisible. Oui, ça reste à vie en fait. On vit avec. On vit avec, on apprend à vivre avec. Et du coup, je faisais en sorte d'éviter certaines situations de stress, même dans ma vie de femme. J'avais compris pourquoi je préférais vivre chacun chez soi, pour préserver mon espace vital, en gros. Et ce sont des choses qui restent ou on s'en libère avec le temps? Ça reste, et puis avec le temps, on apprend à vivre avec son handicap, son infirmité invisible. On arrive à l'appréhender. Pour certains, je ne dis pas que tout le monde y arrive quand même. Moi, j'y arrive. Et j'y suis arrivée. Et voilà, donc c'est un peu comme une personne qui a un handicap physique et qui est en fauteuil roulant, elle ne va pas descendre les escaliers. C'est la même chose pour l'infirmité invisible. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Aujourd'hui, ma chère Alix, tu nous présentes une association bernaise qui soutient les victimes de violences sexuelles intrafamiliales. Oui, elle s'appelle Je te crois et elle a vu le jour en avril dernier, donc c'est un projet récent. Cette initiative a été lancée par 2 amies, Bélène Ramirez et Karine Béguin. Elles ont respectivement été victimes d'agressions sexuelles de la part de leur tante et de leur beau-père dans leur enfance. On écoute Karine. Nous avons cherché du soutien, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune association dédiée sur Pau ou dans le Béarn. L'inceste est un sujet tabou et pourtant il touche à un trop grand nombre d'enfants, environ 10%, soit 3 élèves par classe de 30. Nous avons créé l'association Je te crois pour offrir un espace de soutien, de parole et de reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont traversé cette épreuve. Trop souvent, les victimes sont réduites au silence ou ne sont pas crues. Comme je le dis souvent, l'inceste, c'est comme un virus, il rend malade, il détruit des êtres et des familles. Pourtant, il y a un vaccin, c'est la parole. Il faut que ce tabou s'éteigne, il n'a vraiment plus sa place dans ce nouveau monde. Voilà, Je te crois apporte son soutien aux victimes directes d'inceste, mais aussi aux victimes indirectes, c'est-à-dire aux membres de la famille touchés par cette réalité. L'association agit principalement sur 2 fronts, des groupes de parole mensuels réunissant des victimes et des accompagnements personnalisés avec des thérapeutes partenaires. Bélène et Karine mettent l'accent sur les thérapies alternatives, des approches douces telles que la sophrologie, la réflexologie, la naturopathie ou encore l'art-thérapie. Et puis, dans un second temps, Je te crois prévoit de mener des actions de prévention au sein des établissements scolaires des Pyrénées-Atlantiques. Pauline, les thérapies alternatives, vous pensez que c'est un bon remède ? Moi, je pense qu'il faut tout essayer. Alors déjà, la première chose, c'est l'écoute. Et accompagner les victimes avec un spécialiste et ensuite effectivement pour les accompagner à se reconstruire. Après, il y en a qui ont des passions aussi, donc moi c'est le sport et puis d'autres qui ont d'autres passions, ça peut être aussi ça peut aussi aider. Après toutes les thérapeutiques alternatives, je les connais pas assez pour pouvoir me prononcer, mais déjà d'avoir une passion. D'ailleurs avec Lily, on était intervenus à l'occasion d'un événement, une association où justement la plupart des personnes qui témoignaient avoir été victimes de viols intrafamiliales ont toutes eu une passion à côté. Donc, et qui les ont aidés justement à se reconstruire. Donc ça doit être un plus. Je ne dis pas que dans le parcours de reconstruction, ça doit être un plus, en tout cas. Liliane, l'État ne peut pas tout, mais en fait, il est assez concernant justement la prévention de ces violences sexuelles, sexistes, de ces incestes. À commencer par le sport, je sais que tu as beaucoup écrit, effectivement. Oui. Il y a beaucoup à dire. Il y a malheureusement, mais on le voit aujourd'hui, et c'est inhérent un petit peu à la marche de notre société, il y a des affaires d'inceste qui surgissent dans tous les milieux. Parce que contrairement à ce qu'on a pu croire et professer à un moment, ça ne touche pas un milieu défavorisé particulièrement. Ça existe dans tous les milieux, à tous les niveaux de vie, tous les niveaux d'éducation. Et pour la prévention, on commence seulement à se rendre compte qu'on peut se doter d'outils, etc., que Pauline n'a pas pu connaître, puisqu'à l'époque, c'était un énorme tabou. Alors oui, déjà, je pense que la première chose à faire quand on est dans un milieu éducatif, socio-éducatif, sportif, c'est de savoir lire
un petit peu les signaux qu'envoient les enfants qui montrent qu'il y a un malaise quelque part, quoi, qu'il y a un mal-être, qu'il y a un malaise. C'est de savoir les lire, de prendre le temps d'observer. Hein. On ne va pas prendre l'enfant par l'épaule et lui dire « Alors, dis-moi, il y a un truc qui ne va pas. » Non, mais savoir lire les signaux. Il y a des signaux qui ont maintenant été un peu répertoriés, des attitudes un petit peu qui signalent un malaise. Donc, savoir les lire, savoir ensuite gagner la confiance, pour gagner l'écoute. En fait, écouter, comme le disait Pauline, c'est primordial. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu banal de dire libérer la parole, mais parler, c'est le début d'une thérapie, en fait. Parler, c'est le début d'une thérapie. Écouter surtout, parce que parler, si je peux me permettre, les victimes parlent. Elles ont toujours parlé. C'est la société qui écoute enfin. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me permets de préciser que c'est garanti. Phrase importante d'association, je te crois aussi. C'est important de leur dire je te crois pour commencer. Tout à fait. Donc voilà, après les outils ils se mettent en place progressivement. C'est toujours compliqué. Hein. On a l'impression qu'on avance contre vents et marées parce que le gouvernement a créé une commission, la Civise, voilà. Bien sûr, mais qui a disparu depuis. Oui, voilà, qui a vécu des soubresauts, des hauts et des bas, des luttes de pouvoir. Enfin, quand même, quand la priorité, c'est de sauver des enfants, on peut peut-être faire abstraction de tout ça, de ces envies personnelles de pouvoir, de domination. Voilà, donc c'est très compliqué, structurellement, à mettre en place, quoi. Merci infiniment à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Il faudra revenir, mesdames. Mais avec plaisir. Est déjà terminé. Je rappelle votre ouvrage à toutes les deux. Pauline et Liliane, Ma promesse en héritage. C'est signé bien sûr Pauline Ekambi et Liliane Trévisan. Ça apparaît sur votre écran. Comment une championne a survécu à l'inceste. C'est aux éditions Amphora. Et rien que pour ça, on les remercie. Merci à toutes les deux. Alix, on se retrouve demain. À demain. C'est reparti pour une nouvelle saison. Merci à vous. Merci. À demain.